Il est 7h30 sur RMC et RMC Story. Excellent réveil à vous tous. Le journal, c'est Thibaut Texer. Bonjour Thibaut. Bonjour Apolline, bonjour à tous. Après la mort d'Ivan Colonna, le temps du recueillement en Corse. Pour autant, certains préviennent, la colère est sourde, la violence reviendra. Volodymyr Zelensky devant le Parlement cet après-midi, un moment très attendu par les députés français alors que sur le front, les combats continuent. Et puis on en sait plus ce matin sur les circonstances de la mort du rugbyman Federico Martin Aramburu. Une femme de 24 ans a été mise en examen hier pour complicité d'assassinat. Drapeau en berne, la Corse s'est recueillie dans le calme. Au lendemain de la mort d'Ivan Colonna, des centaines de personnes se sont retrouvées mardi partout sur l'île pour rendre hommage aux militants indépendantistes comme à Ajaccio, où près de 300 personnes étaient rassemblées pour une veillée funèbre hier soir devant la cathédrale. Reportage sur place, Jean-Baptiste Bourgeon. Sur le parvis tapissé de bougies, un groupe de chanteurs se rassemble. Derrière un grand portrait en noir et blanc d'Ivan Colonna, ils entonnent l'hymne corse. Face à eux, la foule silencieuse est en deuil. La Corse a perdu l'un de ses symboles, regrette Nicolas, 28 ans. On est au recueillement, la famille a demandé à ce qu'on respecte le deuil, c'est ce qui sera fait. J'ai grandi dans une famille où on entendait parler d'Ivan Colonna en cavale, on entendait parler d'Ivan Colonna qui clamait son innocence. Et quand les gens parlent de nationalisme en Corse, tout le monde connaît Ivan Colonna. Et c'est un peu le symbole, c'est beaucoup de tristesse. Aucun slogan, aucune revendication ne monte face à la cathédrale, mais un peu à l'écart, Antoine, 68 ans, prévient que le calme revenu sur l'île sera de courte durée. Ce sont des moments de recueillement, par respect pour Ivan Colonna. Maintenant, après les obsèques, chacun prendra ses responsabilités. Il ne faut pas s'imaginer que la violence va tomber d'un coup. On n'est pas considéré en tant que Français à part entière. Il est temps que les choses changent. C'est une colère sourde, mais lourde. Croyez-moi. Une tension palpable. Un peu plus loin, plusieurs patrouilles de CRS en armes quadrillent nuit et jour toutes les rues menant à la préfecture d'Ajaccio. RMC 5h31. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky prendra la parole devant le Parlement français ce mercredi. Comme il l'a précédemment fait aux États-Unis, en Allemagne ou encore en Italie, il s'exprimera en visioconférence. Un moment d'histoire que ne voudrait pas manquer Cécile Untermeyer, députée PS de Saône-et-Loire. Je pense que ça sera un moment intense par la situation dramatique que nous connaissons, par le caractère aussi inédit de cette intervention. Parce que moi, j'ai pas connaissance qu'à l'Assemblée nationale, on est organisé avec le Sénat une visio d'un chef d'État dans une situation aussi dramatique. Et moi, je salue cette initiative. Nous devons être au rendez-vous. Et puis, peut-être aura-t-il les mots qui nous feront plus encore mesurer cette dureté des combats. Le fait d'aller à Paris pour peut-être une demi-heure de visio, c'est important et je pense que c'est notre devoir de député de le faire. Et sur le front, les combats se poursuivent au 28e jour de guerre à Mariupol, Kiev, Kharkiv, mais aussi Odessa, située sur la mer Noire. La ville, premier port d'Ukraine, est une position stratégique. Sa banlieue a été cible de bombardements lundi, une première depuis le début du conflit. Alors pour se protéger, les habitants se réfugient dans les catacombes, des souterrains qui ont déjà servi lors de la Seconde Guerre mondiale. Caroline Philippe. L'alarme sonne. Katharina s'engouffre dans une trappe, son sac sur le dos et son chien sous le bras. À 20 mètres sous terre, cette habitante d'Odessa se sent à l'abri. J'ai un sous-sol chez moi, mais il n'est pas profond. Bien sûr, je suis inquiète, mais cet endroit me rassure. C'est Alexandre qui est chargé d'ouvrir les portes de l'abri dès que la sirène retentit. Depuis 2 jours, ça n'arrête pas. La nuit dernière, il y a eu plusieurs alertes. Ça a commencé à 1h du matin. Depuis les bombardements de lundi, les gens les prennent au sérieux. Il y a plus de monde à descendre dans les catacombes. Ces souterrains, inutilisés depuis la chute de l'URSS, ont été réaménagés. Toilettes, tables, chaises, wifi et de quoi dormir. Les matelas sont pour les enfants. Ici, on n'entend rien. Même s'il y a des bombardements à l'extérieur, ils sont préservés. Jusqu'à 70 personnes sont venues se mettre à l'abri dans ces catacombes qui peuvent supporter une bombe d'une tonne. Et au chapitre diplomatique, de nouvelles sanctions contre Moscou devraient être annoncées demain à l'occasion de 3 sommets de l'OTAN, du G7 et de l'Union européenne et en présence de Joe Biden. Et ne manquez pas l'interview politique ce matin sur RMC et BFM TV. Je reçois Dominique de Villepin à 8h30, l'ancien ministre des Affaires étrangères, l'ancien Premier ministre, l'homme qui a dit non à la guerre en Irak en 2003. Comment aider l'Ukraine
sans faire la guerre? C'est la question évidemment que je lui poserai à 8h30. Le nombre de cas de Covid-19 continue d'augmenter. Plus de 180 000 nouvelles contaminations enregistrées hier. Le nombre d'hospitalisations ne baisse plus. L'OMS juge que plusieurs pays, dont la France, ont levé un peu trop rapidement les restrictions sanitaires. J'ai agi par amour. Les mots d'une jeune femme mise en examen hier pour complicité d'assassinat sur Federico Martin Aramburu. C'était le week-end dernier à Paris. Présentée à un juge, elle a été placée en détention provisoire. La jeune femme aurait conduit la voiture depuis laquelle 2 militants d'extrême droite auraient tiré sur l'ancien rugbyman argentin. 2 hommes toujours en cavale. Et ce matin, on en sait un peu plus sur les faits, Martin Juret. Tout serait parti d'une simple altercation dans le restaurant où dînait Federico Martin Aramburu avec son associé vendredi soir à Paris. Selon les informations de BFM TV, 3 clients s'en prennent verbalement à une personne étrangère, des propos déplacés qui pourraient être à caractère raciste. L'ex-rugbyman argentin intervient, une dispute éclate alors. Les 3 jeunes le menacent et exhibent une arme. Les 2 groupes sont séparés par un videur mais en viennent aux mains devant l'établissement avant de repartir chacun de leur côté. Mais alors que Federico Martin Aramburu et son collègue sortent d'un hôtel où ils s'étaient arrêtés pour soigner leurs blessures, une voiture les attend. Les 2 hommes essuient alors une première salve de coups de feu qui les manque avant qu'un homme ne sorte du véhicule et tire sur Aramburu à plusieurs reprises. Ce dernier s'effondre. Dans un dernier souffle, il s'adresse à son associé. « Appelle la police, je vais mourir ». Jean-Claude Gaudin, condamné à 6 mois de prison avec sursis, l'ancien maire de Marseille qui plaidait coupable est accusé de détournement de fonds publics par négligence dans l'affaire des heures supplémentaires des agents municipaux. Et puis de quoi réchauffer un peu le cœur du supporter du Paris Saint-Germain. Ce matin, Charles ne me contredira pas. Les Parisiennes se sont imposées en quart de finale allée de la Ligue des Champions hier soir sur la pelouse du Bayern Munich. Victoire 2-1. Heureusement qu'il y a les femmes quand même. Ouais, ça fait longtemps que victoire, PSG dans la même phrase, ça fait du bien. Et je vais vous dire heureusement qu'on est là. Allez, les courses, c'est à Lisieux. 13h55 sur RMC Découverte. Le 7, Gaïa d'Ocagne est le favori de la Dream Team RMC. L'outsider, c'est le 3, Élite d'Érable. Le 7 et le 3. C'était le journal de Thibaut Texer. 7h36, on part au 32-16. Bonjour Youssef. Bonjour. Bonjour Youssef, vous nous appelez de l'Isère, c'est ça? Vous êtes où exactement? J'habite au Versou. Au Versou. Youssef, le Versou, c'est où exactement?